Nous sommes toujours dans la social room du village Semence avec les éditions France Agricole. J'ai désormais le plaisir d'accueillir Philippe Portier, président de l'association des avocats lobbyistes. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors Philippe, dites-moi pourquoi des avocats lobbyistes ? On est parti d'un constat il y a 6 ou 7 ans, en 2011 exactement, avec un certain nombre d'autres cabinets d'avocats d'affaires de la place de Paris, que le droit était devenu d'une telle complexité qu'on ne pouvait plus se contenter de le subir, mais il fallait également apporter un regard technique d'experts, de praticiens du quotidien sur les effets de ce droit de plus en plus pointu et technologique. Donc cette idée était de relayer en quelque sorte les problématiques de nos clients auprès des pouvoirs publics, puisqu'il y avait une espèce de gap qui se creusait entre d'un côté les producteurs de normes et de l'autre les utilisateurs. Et la vraie difficulté à laquelle on est confronté, c'est que les inspirations, on va dire, politiques qui mènent aux réformes, souvent se heurtent à des principes de réalité qui ne sont pas toujours bien mesurés dans les études d'impact des lois en particulier. Donc l'idée, c'était que nous, les praticiens de terrain en quelque sorte, puissions aider nos clients, et souvent des petits clients, pas nécessairement des grandes fédérations ou des grandes entreprises qui sont elles-mêmes organisées, mais les aider peut-être à des échelons un peu inférieurs à expliquer leurs problématiques propres, leurs difficultés à appliquer certaines lois ou leurs difficultés à exister dans certains contextes juridiques, réglementaires, législatifs. Et on peut penser en particulier aux startups du numérique qui apportent des modèles en rupture et qui souvent se heurtent à des cadres réglementaires qui ne sont pas appropriés et qui sont souvent exploités, on va dire, pour les exclure d'un jeu dont pourtant on a besoin. D'accord. Très intéressant. Donc ça doit vous faire pas mal de travail. Écoutez, oui, parce que la loi, c'est un flux permanent. Évidemment, la loi aujourd'hui, c'est compliqué, puisqu'elle est d'émanation européenne, évidemment, en premier lieu, mais également avec un large pouvoir de création de normes au niveau des parlements, et puis évidemment une production normative énorme du point de vue du côté des ministères, enfin du gouvernement. Donc le flux de réglementation est constant, l'épaississement des codes et des réglementations s'ensuit, donc c'est un travail de tous les instants, mais surtout, c'est un travail qui est assez profond, puisqu'on est dans une période où, avec des textes qui sont souvent anciens, on doit accompagner des mutations de la société, notamment sous l'angle technologique, et ça nécessite non seulement un regard, une expertise technique sur les textes, mais également une connaissance des secteurs. Et aujourd'hui, comme je le disais, une fédération ne peut pas incarner toutes les composantes, tous les courants qui la composent. Donc nous, on essaye d'être là pour ça. Très bien. Et le lobbying, alors en France, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, notamment dans le monde agricole à l'échelle européenne. Mais en France, quel est le regard pour vous sur le lobbying ? Il est contrasté parce que souvent on assimile les lobbies avec cette espèce de vision des grandes entreprises, des Monsanto, etc., qui feraient ce qu'ils voudraient. Et de l'autre, la réalité de terrain, c'est bien autre chose. Il se trouve que la loi Sapin 2, fin 2016, a encadré pour la première fois sérieusement les activités de lobbying dites de représentation d'intérêt en France, en amenant l'un des deux piliers sur lesquels nous, avec notre association, avons travaillé depuis des années, c'est la transparence et la professionnalisation. Il y a besoin aujourd'hui, dans le lobbying comme dans d'autres matières, de professionnalisme, c'est-à-dire qu'on doit être vraiment des experts de ce qu'on fait, c'est pas simplement de la communication, mais également on doit être transparent, c'est-à-dire qu'on doit interroger ou approcher la puissance publique de manière transparente sur les intérêts que l'on représente. Et ça, souvent, c'est une des difficultés qui emmène, on va dire, un regard un peu suspicieux sur les activités de lobbying parce que les gens, quelquefois, ne révèlent pas véritablement leurs intentions. Donc ça, la loi impose aujourd'hui une transparence aux lobbyistes. On doit s'inscrire dans un registre public avec des informations précises. On apprécie ou on n'apprécie pas, mais en tout cas, la dynamique est là parce qu'elle crée un cadre pour la première fois, encore une fois sérieusement, sur cette activité qui est véritablement nécessaire aujourd'hui parce qu'on a véritablement un éloignement entre la capacité expertale des producteurs de normes et les utilisateurs. Et c'est vrai que ce lien qui est créé, que ce soit dans les entreprises, par les lobbies d'entreprise, par des agences spécialisées ou par les avocats, les juristes, etc., ce lien est absolument nécessaire pour arriver à une coproduction, on va dire, normative qui fasse sens dans ce monde de complexité et de compétitivité également.
Donc je pense que le lobbying jouit encore d'une réputation un peu ambiguë, mais surtout à cause de mauvais exemples ou d'une mauvaise compréhension de ce que c'est. Et on voit souvent, je vous dis, c'est les cigarettiers, enfin ces grandes industries qui évidemment pèsent très lourd, mais elles dissimulent souvent la forêt des petits acteurs, de l'ensemble de l'industrie ou des autres services qui ont besoin aussi d'avoir un environnement réglementaire, normatif, qui soit favorable à l'expression du business. Et ben merci de remettre ces petits acteurs sur le devant de la scène grâce à vos activités. Merci à vous. Bonne journée.